Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous. Il est 20h, les titres du journal. L'actualité à la une ce soir, opération de désencombrement. Les mécaniciens et autres occupants des alentours du stade Léopold Sédar Senghor plongés dans l'inquiétude totale. Ces mécaniciens ne veulent pas du site de recasement proposé. Diamniadio est trop loin pour eux et risquent de plomber leur travail. Un tour sur place dans ce journal avec Amadou Barija. Vol de bétail, le problème persiste et reste entier à Kaffrine. Rien qu'en 2023, 1696 petits ruminants et plus de 30 chevaux ont été volés. Préjudice évalué à plus de 114 millions de francs CFA. Le point dans cette édition avec notre correspondant permanent à Kaffrine, Boubacar Fall-Bop. Et puis, fenêtre Fiara, ce soir, on vous parle de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide femmes et des jeunes qui a mis sur la table la somme de 37 milliards de francs CFA dans le secteur de l'agriculture. Objectif, la souveraineté alimentaire. Fenêtre Fiara, l'affaire de Aïsatouka dans cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. La mort de l'enseignant Alain Kali, tué entre les localités de Diassap et Keur Modou-Ndiaye par des individus non identifiés. Le SADEF, syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, condamne et qualifie l'acte de barbare. Le SADEF exige la lumière. Son secrétaire général Mbaye Sarr annonce une journée de deuil demain jeudi. Je vous propose de l'écouter. Il est au téléphone de l'Elhadji Malick Cissé. Le SADEF par ma voix condamne vigoureusement l'agression perpétrée contre Alain Kali de l'école Keur Modou Ndiaye de l'IEF de Thiès département. C'est un acte odieux, barbare et criminel commis à l'encontre d'un enseignant. Aujourd'hui, c'est toute la famille enseignante qui a été agressée. C'est pourquoi nous interpellons les autorités afin que toute la lumière soit faite et que le ou les auteurs de cet acte criminel soient poursuivis, arrêtés et punis conformément aux lois et règlements en vigueur dans notre pays. Les enseignants sont des hommes et des femmes de valeur qui accomplissent au quotidien un travail remarqué et remarquable pour le développement du Sénégal. C'est pourquoi ils méritent respect et considération. Et pour marquer notre solidarité à l'endroit de la famille d'Alain Kali, nous demandons à tous les enseignantes et enseignants du Sénégal, où qu'ils se trouvent, du préscolaire au moyen secondaire en passant par l'élémentaire, de faire vaquer les classes demain jeudi 23 mai et d'observer une journée de deuil national sur l'étendue du territoire. Et puis des encombrements, les mécaniciens et autres occupants des alentours du stade Léopold Sédar Senghor sommés de quitter les lieux, une situation qui les plonge dans l'inquiétude totale. Ils estiment que Diamniadio, où ils doivent être recasés, est trop loin et risquent de plomber leur activité. Je vous propose de suivre ce reportage signé Amadou Barija. Ambiance morose dans cette esplanade transformée en garage connu des automobilistes de la capitale sénégalaise. Matar Ndiaye, la vingtaine, est un électricien. Depuis ce matin, il n'a pas vu l'ombre d'un client. Il tente comme il le peut de tuer le temps. Il accuse les autorités d'effrayer sa clientèle et dénonce une mesure qu'il juge unilatérale. Nous étions ici pendant longtemps et on est venu ici un bonjour pour nous dire que vous allez dégager d'ici sans autant nous alerter ou bien nous dire là où on doit aller. Parce que nous sommes des chefs de famille, nous sommes des jeunes ambitieux aussi et nous on travaille du matin au soir. Donc nous n'avons que cet espace pour survivre. Et tu viens un bonjour et tu leur dis de dégager. Hors de question pour lui et ses collègues de se réinstaller à Diamniadio, ville trop distante et inappropriée pour ses activités. Diamniadio, c'est trop loin pour nous. Parce que tu ne peux pas avoir un client qui est de parcelle et il a un petit panne et il se déplace de parcelle jusqu'à Diamniadio. C'est inadmissible. Venu dépanner la portière de son véhicule, cet automobiliste fait un plaidoyer pour ses mains expertes dont il ne peut s'en passer. Ce qui est sûr et certain, quand on les ramène d'autre part, si c'est loin de Dakar, vraiment ça va nous porter préjudice. Pourquoi pas aménager d'autres ici, même à Dakar, c'est parce qu'il y en a des terrains
là où on peut les organiser pour qu'ils travaillent bien, quoi. Droit à travailler, mais qu'on les organise. Ici, même à Dakar, il y en a des lieux où on peut les donner, vraiment. Qu'ils soient mécaniciens ou automobilistes, tous plaident pour une gestion plus concertée de ce dossier. Les autorités sont interpellées. Barry, parlons à présent du vol de bétail, ce phénomène qui continue d'inquiéter les éleveurs. À Kaffrine, plus de 1000 petits ruminants et 30 chevaux ont été volés rien qu'en 2023 et la valeur est estimée à plus de 114 millions de francs CFA selon les victimes regroupées en collectif. Les victimes ont fait face à la presse Kaffrine, la correspondance de Boubacar Falbopa. Le vol de bétail est devenu pratiquement monnaie courante dans la région de Kaffrine où plus de 1000 cas ont été recensés en 2023. Les victimes se sont alors constituées en collectif pour interpeller les autorités. Ils volent jusqu'à la volaille que nous possédons. Beaucoup de femmes ici ne disposent pas de terre pour pouvoir pratiquer l'agriculture. Elles n'ont que l'embauche pour pratiquer des activités génératrices de revenus. Nous rencontrons des difficultés pour pouvoir payer les prêts que nous avons contractés auprès des banques parce que le bétail que nous avions acheté avec nous a été volé. Les victimes estiment ne plus savoir à quel saint se vouer car les dénonciations et les arrestations de voleurs n'y font rien. Ici, beaucoup n'ont plus confiance que la justice pourra empêcher qu'ils soient victimes de vol. Lorsque des chefs de village dénoncent des voleurs qui habitent dans la même localité, victimes de menaces. L'année dernière, dans 31 villages dans la région de Kaffrine, 1696 petits ruminants et plus de 30 chevaux ont été volés. Les nouvelles autorités qui ont montré une autre posture doivent prendre des mesures qui s'imposent pour lutter contre ces cas de vol. En 2023, dans la région de Kaffrine, ce sont 1696 petits ruminants, moutons et chèvres qui ont été volés, plus de 30 chevaux d'une valeur estimée à 114 millions de francs CFA. Les victimes demandent plus de rigueur de la part de la justice pour décourager les malfaiteurs. Boubacar Falbob, et puis la baisse des prix des denrées alimentaires, la mesure tant attendue par la population sénégalaise. Lunakwa Diapo dit adhérer à la volonté du gouvernement. Je vous propose de suivre la réaction d'Ousmane Sindiaye, le directeur exécutif de Lunakwa Diapo. Il est ici au micro d'Abraham Paul Pouya. Nous sommes plus que des acteurs dans cette dynamique de baisse des prix. Ça fait 35 ans que l'UNACOA évolue dans le marché. L'essentiel de ses membres occupe globalement les chaînes de valeur d'importation et de distribution. Naturellement, nous y croyons et nous sommes plus que des acteurs. Nous sommes un des partenaires privilégiés de l'État qui facilitera justement ces dynamiques de baisse au profit des consommateurs. L'État nous consulte. Une réunion est prévue cet après-midi à la primature à laquelle le président de l'UNACOA, M. Idi Thiam, a été saisi. Il a envoyé ses représentants qui sont préparés en conséquence pour leur proposer des recettes qui permettront d'aller plus vite et de soulager les consommateurs. Ousmane Sindiaye, directeur exécutif de l'UNACOA Diapo, s'exprimait en marge de la cérémonie de lancement de la plateforme digitale de l'UNACOA Diapo, une plateforme pour assurer l'interconnexion entre l'Union et ses clients. Et puis, il y a prise de contact entre le ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire et l'association des professionnels des systèmes financiers décentralisés. Dr Alun John est revenu sur la place prépondérante qu'occupe la microfinance dans la politique du gouvernement sénégalais. Le ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire, Dr Alun John, que voici au micro de notre correspondant Babacar Seck. La microfinance est parmi les leviers sur lesquels compte s'appuyer le gouvernement pour atteindre les objectifs de souveraineté économique et de développement endogène des populations. Mon département veillera à ce que l'impact de la microfinance soit ressenti au niveau des populations, dans leur immédiateté. Pour cela, nous travaillerons à la rationalisation des ressources et à l'harmonisation des interventions afin que la microfinance
soit bien articulée à l'économie sociale et solidaire qui doit être une niche de création d'emplois. Votre association est l'un des partenaires stratégiques majeurs de mon département pour mettre en œuvre les orientations du projet. C'est pourquoi il est attendu le renforcement de vos interventions dans l'accompagnement des politiques publiques dont l'objectif est de mettre la microfinance au service de l'économie sociale et solidaire. Dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes, les violences basées sur le genre, les mauvaises conditions de travail, également la corruption, MCA Sénégal a inauguré le bureau d'écoute destiné à la gestion des plaintes sensibles. La cérémonie s'est tenue à la maison de la justice de Diamaguène Sicap Mbao. Omar Diop, directeur de Millennium Challenge, que voici au micro de Mamadou Lamine Fati. L'écoute vont jouer un rôle extrêmement important dans le cadre de la mise en œuvre du compact d'électricité du Sénégal. Il est important pour que nous, au niveau de MCA Sénégal 2, qu'on s'assure que l'ensemble des entreprises qui exécutent ces travaux respectent un certain nombre d'exigences. Mais également s'assurer que tout ce qui est, par exemple, aujourd'hui, violence basée sur le genre, qu'on n'ait pas ce type de problème sur ces chantiers. C'est d'abord des exigences du gouvernement du Sénégal. C'est également des exigences du bailleur qui est le Millennium Challenge Corporation. On ne peut pas se permettre d'ouvrir des chantiers, on ne peut pas permettre de travailler à côté des populations sans pour autant nous assurer qu'il y a des mécanismes qui sont en place pour gérer les plaintes par rapport à notre intervention avec et autour des populations. Et donc, vu cette exigence, c'est tout naturellement qu'on est allé vers la direction de la justice de proximité avec le ministère de la Justice qui aujourd'hui a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ce travail de la meilleure des mondes du monde. Et puis, arrestation du maire de Sindia, Omar Tierno Diagne, a été arrêté et déféré au parquet de Mbour. Rappelons qu'en 2022, au mois de mars, Tierno Diagne avait été arrêté pour usage de faux dans un document administratif escroquerie sur une somme de 65 millions de francs CFA. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture était à Tivaouane. Khady Diène Gaye a effectué une visite de travail à la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté, occasion saisie par les travailleurs pour lister les doléances. Isidore Alexandre Sen, correspondance. Guidé à la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté de Tivaouane, Khady Diène Gaye, après avoir fait le tour de l'infrastructure, donne ses premières impressions. Arrivé sur les lieux, avec votre accompagnement, j'ai pu constater que beaucoup de choses ont été déjà réalisées et ont déjà été exécutées. Même si par ailleurs, j'ai pu relever certains éléments qui feront peut-être tout à l'heure, lorsque nous serons en conclave, nous allons formuler quelques réorientations pour pouvoir mieux prendre en charge les préoccupations de cette jeunesse. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture s'adressant à la jeunesse de Tivaouane dira ceci. À vous la jeunesse de Tivaouane, moi je m'adresse à vous particulièrement, sous l'égide de vos autorités qui sont ici présentes. Cette maison, ces maisons d'une manière générale, c'est vos bijoux, c'est votre bijou à vous. Moi je vous recommanderais d'en prendre soin et d'en faire un bon usage. La bâtisse est composée entre autres d'un auditorium, d'une salle de spectacle pour les artistes et d'un terrain de basket, une infrastructure multifonctionnelle. Aujourd'hui aussi, j'ai pu constater que ce qui a été présenté et ce qu'on nous a présenté aujourd'hui, ça corroborait, même s'il y a nécessité peut-être de rectifier. Et ça permettra de servir d'une unité, d'un dénominateur commun pour les trois segments combinés, jeunesse, sport et culture. Un problème a été aussi exposé au ministre. Les jeunes qui travaillent ici courent derrière 4 mois de salaire. Le ministre a pris bonne note. La situation, l'état des lieux est en train d'être fait et nous rendrons compte aux autorités de la façon la plus fidèle pour pouvoir prendre
des orientations et de pouvoir servir cette jeunesse-là. La Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté de Tivaouane est construite dans le cadre d'une politique de dotation de tous les départements du pays d'espaces de jeunes. Après Kaolack, Tivaouane devra officiellement inaugurer son... Isidore Alexandre Sen, 75 ans de UBA, c'est en 1949 qu'elle a vu le jour à Lagos, au Nigeria. La banque compte célébrer cet anniversaire jusqu'au mois de novembre 2024. C'est une façon pour les dirigeants de dérouler les activités dont le but est de participer au développement du continent africain, et ce à travers l'inclusion financière. Je rappelle que UBA est présente dans 4 continents, 24 pays, dont le Sénégal. Plus de détails, je vous propose de suivre ce compte rendu signé Amadou Barisha. Trois quarts du siècle, ça se fête. C'est en grande pompe que UBA a lancé les festivités de ses 75 ans d'excellence en matière de services bancaires. Devant un parterre d'invités au siège de la banque à Lagos au Nigeria, la direction générale a retracé l'historique de ce qui était appelé French and British Bank Limited, devenu aujourd'hui United Bank for Africa. En plus de cette décennie d'existence, bien de paliers ont été franchis, se félicite la direction générale. UBA today operates across 4 continents, with presence in 20 African countries. UBA opère aujourd'hui dans 4 continents, 24 pays dont les États-Unis, le Royaume-Uni, en France et aux Émirats arabes unis. Durant les 75 ans d'existence, notre banque a fait preuve de stabilité et de fiabilité dans le secteur financier. Nous avons eu un impact très positif sur le secteur financier. La solidité financière a été la clé de cette longévité, révèle la direction. Our commitment to exceptional customer experience. Notre solidité financière représente la clé de nos opérations. Durant les dernières années, nous avons fait preuve de performance dans nos opérations. Tout le monde serait d'accord ici que notre banque a beaucoup investi pour de la valeur ajoutée à nos partenaires et clients. Notre objectif, c'est de maintenir le cap pour améliorer la valeur et l'expérience à travers nos divers supports. Nos actions ont eu des impacts positifs dans nos zones d'intervention. Chez nous, l'innovation et la digitalisation sont au cœur de nos activités. Dans l'avenir, nous sommes résolument engagés à innover tout en continuant d'être l'une des plus grandes institutions bancaires sur le continent. While solidifying our position as Africa's global bank. UBA aujourd'hui, ce sont plus de 25 000 employés à travers le monde, plus de 35 millions de clients et plus de 1000 branches, a révélé la direction de la banque. Cette conférence retransmise en direct a été une occasion de faire le bilan, mais également de se projeter vers l'avenir avec une ambition bien définie. Looking ahead, our vision is clear. To be Pour résumer, notre vision est claire, c'est d'être modèle dans les affaires en Afrique. UBA est une banque qui veut faciliter l'intégration africaine en liant aux autres continents du monde et vice-versa. L'objectif immédiat, c'est d'être la première pour l'échange de capitaux, le commerce et l'investissement en Afrique et le reste du monde. Nous nous engageons à élargir notre présence, saisir les opportunités pour satisfaire tous nos partenaires. UBA ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle s'engage à plus d'inclusion financière sur le continent. Le Sénégal n'est pas un reste où la banque ne cesse de se déployer à travers tout le pays. Le Collège des femmes du CNCR, Conseil national de concertation des ruraux, a organisé un panel avec l'appui technique et financier de l'IPAR, Initiative prospective agricole et rurale. L'objectif de cette rencontre, faire le point sur la contribution des femmes à la souveraineté alimentaire, surtout dans un contexte de changement climatique. Fenêtre Fiara, on fait le point avec Aïsatouka. Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté animale et de l'Élevage a octroyé 20% de semences d'arachide et de riz aux femmes, un effort qui leur permet d'accroître considérablement leurs activités. La vice-présidente du Collège des femmes du CNCR. Une très belle initiative mise en place par le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté animale et de l'Élevage
Parce qu'auparavant, les femmes sont dans les exploitations familiales. Mais rarement on voit des femmes bénéficier des semences, du matériel agricole et même un financement adapté pour accroître leur activité au niveau des exploitations familiales. Donc si le ministre a pris cette initiative, il a su reconnaître l'effort que les femmes rurales sont en train de consentir pour atteindre l'objectif général visé par l'État du Sénégal qui est la souveraineté alimentaire. Selon la présidente du Collège des femmes, réussir le pari de la souveraineté alimentaire est bel et bien possible. Toutefois, il y a des conditions à remplir. Oui, si c'est possible, si les conditions sont réunies. Parce que nous, on parle de souveraineté alimentaire, mais il y a des préalables. L'accès aux ressources productives, le foncier, le financement, le matériel agricole, la maîtrise de l'eau. Tout ça, ça doit être réuni. Mais il y a aussi la contribution des partenaires, de l'État, mais ici la volonté politique des citoyens. Parce qu'on parle de souveraineté alimentaire, quoi ? Produire de ce que nous vivons et de vivre de ce que nous produisons. Donc il doit y avoir une volonté commune pour pouvoir... Oui, il doit y avoir une volonté commune pour pouvoir atteindre la souveraineté alimentaire. Ce n'est pas un rêve qu'on peut atteindre, parce que le CNC, depuis dans les années 90, parle de souveraineté alimentaire. Des avancées sont aussi notées dans l'accessibilité des femmes au foncier, malgré les injustices insistantes. Avec l'appui de l'IPAR, qui est un partenaire stratégique du CNCR et du Collège des femmes, on a fait des études par rapport à ça. Le taux d'accès des femmes au foncier. Au début, ça tournait autour de 4%. Maintenant, on parle autour de 13 à 15%. On peut dire qu'il y a des avancées. Mais n'empêche que ça reste beaucoup à faire. Parce que plus de 60% de la main-d'œuvre agricole, ce sont les femmes. Donc, pour réparer cette injustice, on est en train de faire avec des partenaires et des programmes et des progrès pour vraiment renforcer et réparer cette injustice. À l'issue de ce panel, il est attendu une meilleure compréhension des participants et du public sur les impacts des changements climatiques sur les activités économiques des femmes et, dans une certaine mesure, leurs conséquences sur la souveraineté alimentaire du Sénégal. En tout cas, toujours dans le cadre de la souveraineté alimentaire, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DRFJ, a fait un investissement de 37 milliards de francs CFA dans le secteur de l'agriculture. Une rencontre s'est tenue à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, la FIARA, en collaboration avec l'USAID. Tamsir Sakho, directeur adjoint des opérations de la DRFJ, que voici au micro toujours d'Aïsatouka. Maintenant, aux résultats de la DER, c'est dire 37 milliards de financement dans le secteur agricole. Sur les 37 milliards, les 25 milliards ont été alloués à l'agriculture et les 12 milliards à l'élevage pour à peu près 50 000 bénéficiaires. C'est pour dire qu'en 5 ans d'existence, donc presque 53% de nos financements sont orientés dans le secteur agricole. Encore une fois, c'est pour montrer l'importance que la DER accorde à l'agriculture. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris part à cette journée thématique et en parfaite collaboration avec l'USAID, avec qui nous avons une convention cadre. Et à travers cela, nous avons quand même travaillé avec l'USAID Investissement, l'USAID Nanforé et l'USAID Natal Mbaye pour pouvoir présenter aujourd'hui cette activité qui est consistée à montrer aux jeunes étudiants que nous pouvons quand même investir dans le secteur agricole. Ainsi se referme la fenêtre FIARA. Allons à présent à la découverte de la cuisine sénégalaise au-delà de nos frontières. En France, des compatriotes ont décidé d'exporter la cuisine sénégalaise, même si les restaurateurs font leur possible pour transmettre avec fidélité le patrimoine culinaire sénégalais. Certaines adaptations sont nécessaires en France, où nous retrouvons Pierre Chonouna. Ouvrir un restaurant de cuisine africaine en France, cela demande des capacités d'adaptation. Et ça, Malik et Awa l'ont bien compris. Ces deux époux sénégalais, établis en France depuis une dizaine d'années, ont ouvert en 2020 leur propre restaurant. Une manière pour eux de partager un bout de leur culture. Comme disait notre ancien président, Léopold Sédar Senghor, enracinement et ouverture en fait. Et là, on est en train de vivre cela, parce qu'on est enraciné sur notre culture, c'est-à-dire proposer nos plats typiques, mais on est sur l'ouverture aussi, vu qu'on le propose ici en France. Mais cuisiner africain en France nécessite de l'organisation. Il faut d'abord trouver les produits de base. Pour ça, direction les distributeurs de gros.
puis il faut dénicher les ingrédients spéciaux qui font toute la différence. Enfin, une fois de retour au restaurant, la préparation commence. À la carte, différents plats sont proposés, mais 2 d'entre eux sont les favoris de la clientèle. Ça se tire entre le keb et le mafé. Ça, c'est les 2 plats, c'est sûr, parce que d'ailleurs, le mafé, tellement ils sont fusés qu'on a fait du mafé végé pour élargir la chose, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas de la viande. Des plats qu'Awa prépare avec attention. Pour elle, se tenir derrière les fourneaux, c'est un peu comme être au pays. Je suis pas trop dépaysée, franchement, vu que je fais que ça, je fais que des plats du Sénégal, du tieb, du mafé, du yassa, je fais que ça tous les jours. Je suis en mode, voilà, je fais les courses, je vais chercher du poisson séché par-ci, je vais chercher du riz, des tomates, comme au Sénégal, quoi. Comme au Sénégal, justement, où la cuisine a été pour elle une affaire de famille. Je peux dire que c'est un don parce que ma mère, c'est une grande cuisinière. Elle a fait un restaurant au Sénégal et puis elle est venue en France très tôt aussi. Donc je dirais un peu, c'est un peu de l'héritage pour moi. J'ai hérité un peu de ça de ma maman. Un héritage désormais ouvert à chacun et chacune. C'est déjà la 2e fois que je viens et à chaque fois je suis ravie. C'est tout à fait épicé et on n'a pas l'habitude de manger ça ici en Alsace, donc c'est très bon. Et une fois le repas avalé, Malik sait quoi nous proposer. Ataye ou café touba. On fait aussi du café touba. Le café touba vient typiquement du Sénégal. Ça c'est sûr, c'est du café qu'on mélange avec du poivre de Guinée, avec d'autres épices, et c'est un café typique du Sénégal en fait. Ouvertement panafricain, le restaurant de Malik et Awa est un exemple de ces lieux où les cultures se brassent et les saveurs s'embrassent. La cuisine sénégalaise au-delà de nos frontières. Pierre Chenoun, reportage. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.